Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, retour à Pompéi. Nous allons parler du pavage des rues réalisé probablement en pierre artificielle, en béton donc. Mais avant de commencer, il y a une petite anecdote sur laquelle je suis tombé qui mérite d'être racontée. Parce que figurez-vous que le site de Pompéi, en fait, Herculanum au départ, mais le site de Pompéi en général, a été découvert par un Français. Mais pas n'importe quel Français. Le comte d'Elbeuf, Emmanuel Maurice d'Elbeuf, issu de la maison de Lorraine, de Lillebonne, comte de Rieux, baron d'Ancenis, etc. Donc de l'aristocratie de haute volée. Fait étonnant, c'est que ce duc de Lorraine, il passe au service de Joseph Ier, empereur du Saint-Empire. Et c'est ainsi qu'il se retrouve lieutenant général de la cavalerie à Naples, qui faisait partie donc du Saint-Empire. Louis XIV lui fait un procès en désertion et le fait pendre en effigie. Puis ensuite, bien sûr, il revient en France où il est réhabilité. On voit que c'est une mascarade. Ils ont fait faire la découverte par un Français pour lui donner une légitimité. Et ensuite, ça va être Charles, le roi d'Espagne, roi de Naples, qui va prendre l'affaire en main. Mais la découverte est française et c'est un Français de la haute aristocratie, mais aussi un militaire. Et puis donc, aristocrate et militaire, il y a dans ces genres d'affaires une sorte de tropisme. C'est souvent des militaires, c'est souvent des aristocrates et ça va ensemble. Finalement, la fausse archéologie, c'est une forme de colonialisme. Quand les Anglais créent l'Égypte antique, ils mettent l'Égypte à leurs bottes. Donc voilà, c'était un petit aparté. J'avais fait une vidéo qui s'appelait « Pompéi n'a pas existé, la preuve par le cheval ». J'y montrais que la ville de Pompéi, telle qu'elle est, telle qu'on la voit, est inadaptée à son usage. Et en particulier, inadaptée aux voitures tirées par les chevaux. Des trottoirs trop hauts, des rues trop étroites pour s'y croiser, des rues bien souvent sans issue, pas le moindre passage charretier pour rentrer dans les maisons avec un cheval qui tire une charrette. De toute façon, il n'y a pas la place pour manœuvrer. Et puis au milieu des rues, ces énormes passages piétons qui simplement empêchent de passer. Seulement voilà, dans les rues de Pompéi, il y a ces ornières profondes, des ornières de roues de chars, et des chars qui n'ont pas pu passer, qui n'ont pas pu exister. Par ailleurs, ces ornières sont toujours associées à ces énormes passages piétons, puisque dans les endroits où il n'y a pas de passage piéton, il n'y a pas d'ornières de chars, c'est très localisé chaque fois qu'il y a de ces passages piétons. Donc, on se trouve face à un problème assez simple. Nous avons des ornières tracées dans la pierre, des ornières faites par des roues de chars, mais des chars dont on peut constater qu'ils n'ont pas existé, puisqu'ils ne pouvaient pas concrètement circuler dans les rues de Pompéi. Donc, qui a fait ces ornières? On imagine mal qu'ils aient fait le pavage en pierre et puis qu'ils ont mis des graveurs, taillé les ornières au burin et au marteau et ensuite à polir pour donner le côté usé à la chose. Ce n'est absolument pas comme ça que ça puisse passer. La seule solution qui nous reste, c'est de la pierre moulée, c'est-à-dire du béton ou une variante de béton coulée sur place et mise en forme à la truelle. Alors remarquons aussi la forme polygonale des pierres, parfaitement ajustée, qui nous fait penser à ce qu'on voit sur d'autres sites archéologiques, en particulier ce qu'on trouve au Pérou, à Cusco, Machu Picchu ou Sacsayhuaman. Ce qu'il y a d'intéressant à Sacsayhuaman, c'est que la question de la pierre artificielle, du géopolymère, pour reprendre le terme de Fomenko, de la pierre moulée, cette question s'est posée et elle a été étudiée par plusieurs équipes de chercheurs. Planet Row, un youtubeur passionné par l'archéologie antique, s'en est fait écho. Voyons ce qu'il dit. Ces pierres sont-elles l'œuvre d'une transformation réalisée par l'homme pour faciliter son travail? Ou sont-elles 100% naturelles? Sacsayhuaman, situé juste à la sortie de Cusco, au Pérou, à 3500 mètres d'altitude, est l'un des sites archéologiques les plus impressionnants. Heureusement pour nous, le travail existe.
basé sur des ions de roches prélevés dans les murs de Saxa. Mais que nous disent les résultats de ce travail? Eh bien, le moins que l'on puisse dire, c'est très surprenant. La team, une équipe de scientifiques péruviens, ukrainiens et russes, ont prélevé des échantillons sur le site de Sacsayhuaman, mais aussi carrière de laquelle on pense que les blocs ont été extraits. Ces prélèvements ont été sur des roches visiblement saines, mais aussi sur des blocs présentant une certaine érosion. Le calcaire de Sacsayhuaman s'est immédiatement dissous lors des tests géologiques menés, donc exit la mixture acide. Nous avons donc des blocs calcaires trop fragiles pour avoir été mélangés à des composés chimiques corrosifs, mais qui malgré tout, qu'ils ne sont pas des blocs guillemets naturels, simple trait de la carrière non loin de là. Quelque chose peut être arrivé entre l'extraction et la pose. Conclusion initiale de l'étude fait état d'une pierre cassée et reconstituée, que certains appellent les géopolymères. Ayant scanné l'intérieur des blocs, les ont révélé qu'ils ne sont pas homogènes tels qu'ils devraient. Concernant les autres, on pourrait appeler les petits blocs, eux présentent bien un intérieur homogène microcristallin identique à ceux de la carrière. Si une seule suffit pas, alors voyons si une étude existe quelque part. La conclusion serait les mêmes que celle de l'étude de la team. Et en effet, elle existe bien. Autre étude fut réalisée un an par l'équipe ISIDA Project, toujours des Russes. D'un point de vue chimique, Nikolai Berdnikov, docteur en géologie ayant mené les analyses, explique que leurs tests montrent que les compositions chimiques des blocs de la carrière et ceux de la forteresse sont similaires. Par contre, il reconnaît que les blocs ne sont pas du tout les mêmes dans l'aspect, la texture et la densité. Il arrive à la même conclusion que la team GPR, le calcaire, roche tendre on le rappelle, a probablement été concassé avant d'être reconstitué. La première chose extrêmement intéressante est que Berdnikov va plus loin dans la réflexion et donne son idée sur la manière dont ils auraient fait cela. D'abord, le calcaire aurait été concassé jusqu'à obtenir une poudre qui serait ensuite chauffée. En effet, lorsque la poudre de calcaire est chauffée à 900 degrés, le calcaire libère du dioxyde de carbone pour conserver uniquement l'oxyde de calcium, aussi appelé la chaux vive. Puis, lorsque l'oxyde de calcium est combiné avec de l'eau, la chaux vive se transforme en hydroxyde de calcium prêt à l'emploi pour un éventuel moulage. Mais Berdnikov pose une question qui pousse la réflexion un petit peu plus loin. Comment ce mortier calcaire a-t-il pu résister aussi longtemps à l'érosion et aux intempéries? Il suppose l'utilisation d'un additif qui aurait rendu la mixture beaucoup plus résistante. Les échantillons sont si différents en termes de composition visuelle. Je précise bien visuelle car la composition chimique, elle, demeure identique comme nous l'avons déjà mentionné. Donc il y a 3 équipes qui ont fait l'étude et les 3 équipes sont tous d'accord. Il s'agit bien de calcaire, mais il ne s'agit pas d'un calcaire naturel, mais d'un calcaire transformé. À ceci près qu'une des 3 équipes, ce qui rassure Planète Rond, pense que ce type de calcaire, ce type de roche peut être produit naturellement lorsque du calcaire est mis en fusion par de la lave volcanique. Volcan qui se trouve à proximité de Cusco. Alors depuis des temps immémoriaux, les hommes ont cuit le calcaire. Il faut alors monter à 900 degrés pour obtenir de la chaux. Le problème de la chaux, c'est qu'on ne fait pas de la maçonnerie avec. On fait des enduits, on fait des mortiers de joints, mais on ne fait pas de maçonnerie parce que la chaux n'est pas un liant suffisamment solide. Découvert au 19e siècle, en particulier par le français Louis Vicat, le ciment moderne qui permet la fabrication des bétons tels qu'on les connaît aujourd'hui, eh bien le ciment moderne n'apparaît dans notre histoire qu'à partir de 1840, au milieu du 19e siècle. Il s'agit cette fois de faire cuire un mélange de calcaire à hauteur de 80% et d'argile, environ 20%, mais cette fois à des températures élevées, puisqu'il faut monter au moins à 1450 degrés, ce qui est techniquement beaucoup plus difficile. Ce sont des dates beaucoup trop tardives pour notre site de Pompéi, puisqu'au plus tard, Pompéi a été construit au moment de sa découverte au XVIIIe siècle. C'est sans doute d'ailleurs le cas d'Herculanum, mais Pompéi elle-même est probablement du début du XVIe siècle. Mais les Romains connaissaient le ciment, au moins le ciment romain. Vitruve, qui est probablement frère Joconde et qui écrit au début du XVIe siècle, explique qu'à la chaux, les Romains ajoutaient des cendres volcaniques de la pouzzolane. La pouzzolane, qui vient de Pouzzoles à proximité du Vésuve, dont on extrait des calcaires volcaniques cuits par le magma du volcan.
qu'on mélange avec de la chaux et qui permet d'obtenir un ciment très résistant, équivalent au béton contemporain. Donc on le voit, la possibilité que les rues de Pompéi aient été créées en pierre artificielle, en pierre moulée, eh bien, est tout à fait plausible. Et c'est même la seule explication rationnelle qui permet de comprendre comment auraient pu être créées ces fameuses ornières en l'absence de passage de chars, puisque, je rappelle, les chars ne peuvent pas circuler dans les rues de Pompéi, en raison à la fois de l'étroitesse des rues, mais aussi de ces passages piétons qui empêchent le cheval de passer. Alors une chose est à remarquer, c'est qu'on trouve ces mêmes formes de Sacsayhuaman, on les trouve également en Égypte, sur les pyramides, des pierres à joints vifs, des ajustements impossibles. Alors les archéologues ont une méthode pour dater les choses. Ils comparent les formes des cruches, les formes des poteries, et s'ils trouvent la même forme, ils disent que c'est la même époque. De nombreux tenants de l'histoire alternative imaginent une relation entre les constructions de Cusco et les pyramides, et inventent l'idée de civilisations anciennes qui auraient soit les moyens de voyager, soit qui seraient finalement extraterrestres et qui auraient fabriqué tout ça. Pour notre part, les choses sont beaucoup plus simples. Ce qui est construit avec des moyens modernes a été construit à l'époque moderne, et s'il y a des rapports, des relations entre les objets d'un côté et les objets d'un autre côté, c'est simplement qu'ils sont tous les deux construits à l'époque moderne. Ces pierres du Machu Picchu et de Cusco sont vraisemblablement du 19e siècle. Pour rappel, le Machu Picchu a été découvert au début du 20e siècle à peu près, à l'époque de la guerre de 14, et a donc probablement été construit quelque temps avant. Et si l'on trouve des pierres moulées au Machu Picchu, qu'on en trouve également en Égypte, aux pyramides ou à proximité des pyramides, c'est que ces pierres-là sont également du 19e siècle. C'est du moins mon opinion. Donc on le voit, il semble assez facile de produire une imitation de la pierre calcaire, du grès, à la manière d'un béton en mélangeant un liant hydraulique, chaux et pouzzolane, ou calcaire et argile, à des agrégats qui au fil du temps vont donner la couleur de la pierre. Par exemple, les pierres de Baalbek, les pierres du tombeau du patriarche ou du cotel de l'esplanade des mosquées ont pu être fabriquées de cette façon. Par contre, il en est tout autrement du granit, puisque le granit est une roche magmatique qui est produite par un refroidissement lent du magma. Et pour moi, il me semble à peu près exclu qu'on puisse fabriquer du granit artificiellement. Ou en tout cas, je n'ai pas le commencement d'une preuve que cela est possible. Cependant, tout le monde connaît ces formes un petit peu souples, arrondies, de l'obélisque inachevé d'Assouan, qui semble laisser penser que la pierre en question a été molle à un certain moment. Certains même ont évoqué la possibilité que cette mollesse de la pierre aurait pu être obtenue au moyen du son. Mais là encore, pas le moindre commencement de preuve sur cette question. Alors, en Égypte, on trouve aussi des vases de ce type. C'est également mystérieux. D'abord, on voit bien qu'ils ne sont pas moulés, mais bien qu'ils ont été taillés, puisque les inclusions blanches ont bien la forme de l'ensemble du pot. On voit également qu'ils n'ont pas pu être tournés, puisque les anses, si elles sont d'un seul tenant avec l'ensemble de l'objet, auraient empêché le passage de l'outil. Il aurait fallu tourner le pot d'abord et ensuite rajouter les anses, les coller, pourquoi pas. Évidemment, ces objets sont incompatibles avec ce que l'on nous dit de l'avancée technologique des Égyptiens, qui, je le rappelle, avaient des outils en cuivre, ne connaissaient pas le cheval et vivaient en slip. Ces objets sont donc beaucoup plus proches de nous qu'on nous le dit. Mais ils restent mystérieux également parce qu'on ne voit pas vraiment comment ils ont pu être produits. Par contre, on trouve sur les marchés des bibelots
des pièces vraisemblablement en résine qui ressemblent tout à fait aux vases égyptiens. Ce qui semble vouloir dire que c'est peut-être pas si difficile que ça à fabriquer, ou en tout cas beaucoup moins difficile que je ne l'imagine. Et donc là, je voudrais partir d'un exemple, l'exemple de Barabar. J'imagine que vous connaissez le site de Barabar, vous en avez entendu parler. Si vous fréquentez ma chaîne, si vous fréquentez ma chaîne, vous vous intéressez à ce genre de choses et vous êtes forcément au courant. Mais je vais remettre un petit extrait de ce que dit Pouillard pour se rappeler la chose. Notre dernier film, Barabar, est consacré à un site archéologique indien unique au monde, où 5 chambres ont été très précisément taillées à l'intérieur d'énormes roches de granit. Leurs parois sont légèrement inclinées et planes et polies comme des miroirs, ce que nous avons analysé avec un rugosimètre, un appareil qui permet de mesurer les écarts entre ces reliefs au micron. Lors d'une deuxième session, nous les avons entièrement scannés en 3D. Le rapport d'analyse des scans, disponible sur notre site internet, met en évidence des géométries particulières complexes des formes. Des grandes parois et des petites parois inclinées avec des angles différents dans chacune des chambres, et avec des variations d'angle de quelques dixièmes de degré seulement. Des voûtes composées de portions de cercles, d'ogives ou d'ellipsoïdes. Des volumes symétriques, c'est-à-dire que leur forme se répète en miroir. Se pose alors la question du niveau mathématique des concepteurs de ces chambres. Car pour prendre un exemple, la chambre Vadatika n'est quasiment composée que de courbes, tandis que Vapiyaka est quadrangulaire aux parois inclinées et coiffée d'une voûte faite d'une portion de cylindre précisément centrée. Or, pour que ces deux volumes se retrouvent volontairement en rapport de 7 par 8, cela implique que leur bâtisseur ait été en mesure de déterminer toutes les dimensions de ces deux chambres afin qu'elles produisent les volumes attendus. Ce qui est également le cas pour les autres. Mais ce qui nous intéresse davantage est le besoin de disposer de tels espaces, taillés avec une précision digne du monde industriel moderne, qui nécessite selon les tailleurs de pierre au moins une dizaine d'années de travail pour chaque chambre dans une roche aussi dure que le granit. Lorsqu'on entre dans ces chambres très sombres, on est immédiatement confronté aux fréquences sonores. Attends, déjà je finis. Dans un rapport, un acousticien remarque que 3 des chambres résonnent à la fréquence de 34,4 Hz. Vapiyaka, Karan Chopar et Gopika. Mais comment serait-il possible, au vu des dimensions et formes différentes des chambres, d'obtenir par hasard cette même fréquence de 34,4 Hz? Et si c'est intentionnel, pour quelle raison? On ne réalise pas de telles chambres si le but n'est pas à la hauteur des efforts déployés pour y parvenir, qui dans ce cas sont colossaux. Or, le problème est qu'elle date d'une époque où, sens du progrès oblige, l'histoire nous rapporte que l'humanité ne disposait apparemment pas des connaissances nécessaires pour les réaliser ainsi. Des connaissances mathématiques d'abord qui leur permettent d'être en mesure de déterminer les dimensions de chaque chambre afin d'obtenir des volumes en proportion. Des connaissances acoustiques ensuite pour anticiper les fréquences produites dès la conception des formes. Simples abris contre les intempéries ou dispositifs sonores inconnus. Pour le savoir, il faut mettre de côté le biais qui nous laisse croire que les bâtisseurs de ces chambres ne disposaient que de techniques et d'outils rudimentaires et être capables d'envisager qu'ils aient pu posséder une science aujourd'hui disparue qu'il serait peut-être utile de retrouver. Alors ces grottes de Barabar, eh bien, c'est aussi une énigme. Elles sont également, comme le montre Pouillard, eh bien, d'un haut degré technologique, un degré technologique acquis récemment. Elles seraient connues eh bien, depuis la moitié du 19e siècle, si on en croit la littérature anglo-saxonne, et on a du mal à imaginer qu'elles auraient pu être moulées, coulées sur des coffrages parfaitement réalisés. Alors au 19e siècle, avait-on les machines capables de faire ce travail, avec cette précision qu'a observé Pouillard, précision qu'on trouve également eh bien, dans les granits égyptiens, la chambre royale de la pyramide de Khéops.
certaines sculptures parfaitement gravées avec une très haute précision. Le premier monolithe de granit de l'histoire moderne, c'est-à-dire de l'époque dont on peut difficilement remettre en cause la chronologie, est celui de l'obélisque de la place Saint-Pierre qui a été dressé en 1580 et quelques, c'est-à-dire au XVIe siècle. La chimie de cette époque ne permettait pas de fabriquer du granit, c'est certain. La chimie de notre époque le permet-elle? J'en sais rien, mais je ne le crois pas. On se retrouve donc, quand on met tout ça bout à bout, face à un mystère dont il est difficile de trouver une solution plausible, une solution raisonnable. Alors les ancientistes, ceux qui croient une civilisation développée plus ancienne, ont-ils raison? Je ne pense pas. Les égyptologues qui pensent que ce sont les Égyptiens en slip qui ont construit les pyramides, ont-ils raison? Je ne crois pas. Ces objets sont-ils d'époque récente, d'époque moderne, c'est-à-dire construits après la Renaissance? C'est ce que je crois. Mais comment pouvoir l'affirmer? Quelle preuve a-t-on de cela? Je n'en sais rien. Mais il me paraît beaucoup plus raisonnable de penser que ces objets ont été fabriqués avec des moyens modernes, même si ces moyens modernes, on ne les connaît pas, on ne les comprend pas, plutôt que d'imaginer qu'ils ont été fabriqués à l'âge de bronze par des gens qui ne connaissaient que les outils en cuivre. Taillés dans la masse de granit, des caves comme celle de Barabar, qui font chacune 30 ou 40 mètres cubes, qui sont parfaitement inutiles, est un travail monstrueux si on ne dispose pas de machines et de moyens technologiques qui le permettent. On peut dire avec certitude que les obélisques n'ont été ni taillés ni gravés en hiéroglyphes avec des boules de dorite. C'est une impossibilité qu'il n'est pas raisonnable de contester. Mais alors, comment ont-ils fait? Qui l'a fait? À quelle époque? Pour le moment, c'est un mystère et je ne sais pas si un jour nous en saurons plus. Alors, burinez, usinez ou moulez, et vous, quel est votre avis? Voilà, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre patience. Je vous dis à bientôt.